Le CNAOP, effectivement, existe depuis 2002, puisqu'il a été créé par une loi du 22 janvier 2002. Et c'était pour la première fois la reconnaissance officielle de la légitimité de la démarche de quête des origines personnelles. La mère de naissance est informée de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Cette loi n'institue donc pas le droit d'accès à la connaissance de ses origines, mais pose l'objectif de faciliter l'accès à ses origines et son histoire, avec le souci de protéger la santé de la mère et de l'enfant lors de la grossesse et de l'accouchement. Cette loi française s'inscrit en outre dans la continuité de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui reconnaît dans son article 7 le droit de l'enfant, dans la mesure du possible, à connaître ses origines. Pour accomplir sa mission de faciliter l'accès aux origines personnelles, le CNAOP est constitué d'un conseil de 17 membres, d'un secrétariat général de 8 personnes, mais surtout d'un réseau de 250 correspondants départementaux qui sont dans les conseils départementaux, souvent dans les services de l'ASE et de la PMI. Alors la loi de 2002 renforce la possibilité d'information assurée pour l'enfant, possibilité de lever le secret de l'identité à tout moment, comme cela existait déjà auparavant, possibilité de laisser des renseignements non identifiants qui permettront de comprendre les circonstances et possibilité de laisser son identité dans le dossier, dans un pli fermé, et l'enfant pourra le retrouver lorsque ce pli sera ouvert, si celui-ci en fait la demande et si la personne, la mère de naissance, qui sera contactée, pourra exprimer sa volonté. Les préoccupations essentielles du CNAOP, c'est de permettre l'exercice des droits des personnes, mais dans le respect mutuel des volontés de chacune, à la fois de la mère de naissance lors de l'accouchement et ensuite lors de la demande d'accès aux origines par l'enfant qui est né dans le secret. Respecter la volonté aussi de l'enfant lorsque devenu majeur ou en âge de discernement, il demandera à connaître l'identité de sa mère de naissance. Donc ça, c'est le cadre juridique dans lequel exerce le CNAOP et ses correspondants. Alors, je vais donner quelques chiffres parce que l'activité du CNAOP, depuis 2002, ça fait donc 17 ans, fait l'objet d'un compte-rendu annuel dans un rapport d'activité qui est tout à fait accessible sur le site. Alors, les démarches entreprises par le CNAOP pour répondre aux demandes d'accès aux origines, depuis 2002, il y a eu 10 805 demandes d'accès qui ont été adressées au CNAOP. Et là, je voudrais quand même relativiser un certain nombre de choses. Parce que sur ces 10 085 demandes d'accès, 2 843 ont été identifiées et ont été communiquées, dont 1017, c'était une absence de secret, car le nom de naissance de la mère figurait dans le dossier du conseil départemental. 915 ont été communiqués, car la mère était décédée sans s'opposer à la communication de son identité. Et seulement 911 demandes de levée ont été acceptées par les mères de naissance. Mais 1081 demandes ont été refusées par les mères de naissance. Donc on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de mères de naissance qui 20, 30, 40, 50 ans après l'accouchement dans le secret refusent toujours de de donner leur identité. Donc sur ces 10 000 dossiers, 3 600, soit 44%, sont clôturés aussi pour absence de renseignements permettant l'identification et la localisation de l'un ou l'autre des parents de naissance. Donc ça, ce sont des chiffres que je vous donne depuis le fonctionnement, l'organisation du CNAOP qui a été mis en place en 2002. Comment ça se passe actuellement? Chaque année, entre 600 et 700 femmes
accouchent dans le secret. Parallèlement, on a au niveau du CNAOP plus de 600 personnes qui s'adressent pour connaître leurs origines. En 2018, 158 personnes ont eu accès à l'identité d'au moins un de leurs parents de naissance par l'intermédiaire du CNAOP. Malgré tous les efforts faits pour permettre la levée du secret, on constate toujours qu'une part importante des mères contactées, et cette année, 97 mères ont été contactées, 61 ont refusé de lever le secret. Et ce chiffre est encore en augmentation par rapport à l'année précédente, puisqu'en 2017, il n'y avait que 51 personnes qui avaient refusé de lever le secret. Alors ça, c'est la situation telle qu'on la constate dans le cadre des demandes des enfants nés dans le secret pour connaître leurs origines. Parallèlement, nous avons connaissance des levées de secrets spontanés de la part des mères. Certaines mères ou parents, ça peut être des oncles, des tantes ou des grands-parents ou éventuellement des pères de naissance, qui effectuent spontanément des levées de secrets. En 2018, nous avons eu 74 personnes qui ont déclaré l'identité de la mère de naissance. Ces déclarations sont donc enregistrées au CNAOP, mais ne permettent pas d'engager des démarches auprès des enfants nés dans le secret, si ceux-ci ne se manifestent pas pour demander effectivement l'accès à leurs données, à leurs origines personnelles. Donc il faut bien la convergence de deux volontés. Alors le problème, le premier axe de travail du CNAOP, c'est donc effectivement la recherche des personnes. Le deuxième axe qui est très important, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est vraiment un axe majeur du CNAOP, à la fois pour les démarches administratives qui sont multiples et complexes et longues, mais c'est aussi surtout un accompagnement individualisé. Et dans cet accompagnement, on peut remarquer qu'il y a 3 temps. Il y a l'accompagnement de la femme au moment de l'accouchement, qui est assuré par le correspondant départemental du CNAOP, qui rencontre la mère au moment de la naissance, mais qui est dans un moment très court, parce que souvent ce sont des femmes qui sont en détresse. Il faut donner le maximum d'informations pour que la femme comprenne sa situation et la situation de l'enfant, et pour que le correspondant départemental puisse avoir le maximum d'informations pour accompagner l'enfant lorsqu'il sera majeur, pour qu'il puisse accéder à ses origines ou avoir un certain nombre d'éléments, s'ils ne sont pas identifiants, au moins non identifiants. Le deuxième moment, c'est le moment de la recherche des origines pour accompagner le demandeur lorsqu'il s'adresse au CNAOP. Et le troisième temps, c'est le moment de la mise en relation entre le demandeur et la mère lorsqu'elle a été retrouvée. L'accompagnement, c'est un moment crucial dans la réussite de la mission confiée au CNAOP. Elle est assurée soit par l'équipe qui est à Paris, mais aussi par les correspondants départementaux auxquels le CNAOP peut confier un mandat. Ce temps est souvent considéré comme très long, mais il faut aussi bien mesurer que l'accompagnement de la mère et des enfants, des enfants et des mères de naissance, c'est un exercice extrêmement difficile parce qu'il faut souvent briser des fantasmes des uns et des autres. Il faut aussi prendre le temps de comprendre les situations et les attentes respectives afin de vérifier la compréhension du rôle du CNAOP dans l'accompagnement. Alors, dans le contexte actuel, on peut comprendre qu'il y ait une certaine impatience et le niveau d'exigence des demandeurs, mais il convient aussi de bien mesurer les limites de ces démarches. L'activité du CNAOP est aussi considérée comme insuffisante, puisque globalement, moins de 10% de la population concernée cherche à avoir accès à ses origines. Une évaluation sur ceux qui pourraient demander à avoir accès à ses origines, c'est plus de 100 000 personnes, parce qu'on doit considérer la période, non pas actuelle, mais depuis le début des années 1900, donc avant la Première Guerre mondiale. Les personnes, depuis cette période-là, peuvent s'adresser au CNAOP
pour connaître leurs origines. Donc on estime que seulement 10% des personnes demandent à avoir accès à leurs origines. Alors les médias sont souvent des relais de situations individuelles, douloureuses, mais qui ne sont pas pour nous représentatives de la majorité des cas. Certaines associations considèrent qu'il serait plus efficace qu'on leur confie les démarches de recherche parce qu'ils sont connus des situations dramatiques et qu'ils peuvent faire partager leur situation aux personnes qui sont en recherche de leurs origines. Néanmoins, le cadre juridique a confié une mission au CNAOP qui a un certain nombre d'investigations à faire dans un cadre légal. Et donc, nous ne pouvons pas confier en dehors des conseils départementaux ou correspondants des CNAOP des missions autres que celles qui sont confiées actuellement. Le développement d'un marché actuel, notamment de recherche des origines via les réseaux sociaux, notamment, mais aussi par des détectives privés ou des tests ADN, souvent dits récréatifs, sont des moyens non légaux que le CNAOP n'utilise pas. Alors bien sûr, lorsque des enfants recherchent ou des mères de naissance retrouvent leur enfant, ces recherches et l'aboutissement de ces recherches sont souvent considérés comme une grande victoire, mais on peut aussi s'interroger sur le niveau d'accompagnement, parce que dans ces recherches, il n'y a pas d'accompagnement, ni par des personnels formés, notamment dans les conseils départementaux ou au niveau du CNAOP, parce que l'accompagnement ne se fait pas en quelques jours ni quelques heures, et demande souvent un long temps, des réitérations, et souvent des enfants qui s'adressent au CNAOP engagent une démarche, obtiennent un certain nombre de renseignements sans avoir forcément l'identité de la mère de naissance, mais après s'accordent une pause avant d'engager plus avant leur démarche. Et toutes les recherches et tous les contacts que nous pouvons avoir avec les mères de naissance ne se concrétisent pas forcément lorsqu'on les a identifiées et localisées, ne se traduisent pas forcément par une relation officielle, c'est-à-dire qu'on a aussi des rencontres anonymes. Un certain nombre de parents de naissance et d'enfants ne souhaitent que voir la personne sans forcément avoir le contact. Donc les prises de contact directes dans les situations faites, je dirais, un peu hors normes par c'est même non légal, par des officines ou par des tests ADN ou des réseaux sociaux, nous posent un certain nombre de difficultés, parce qu'on se rend compte que ce soit la mère de naissance ou l'enfant né dans le secret qui retrouve la mère de naissance, sont souvent des intrusions dans la vie, soit de la personne qui a abandonné son enfant, soit une intrusion dans la famille adoptive et qui n'est absolument pas maîtrisée. Donc nous avons des cas de situations effectivement un peu dramatiques de ces prises de contact, je qualifierais un peu de sauvages, qui non pas apaisent, mais souvent remettent en cause, voire déstructurent des familles qui se sont composées, recomposées avec cet enfant adoptif. Et nous sommes des fois dans des situations un peu dramatiques dans ces situations. Alors effectivement, on met souvent en exergue ces situations de rencontres par les réseaux sociaux, mais nous n'avons pas à ce jour de quantification. Les associations ne nous les donnent pas en ce qui concerne les rencontres qui peuvent se faire entre ces démarches individuelles et ce que nous pouvons faire. Nous pouvons certainement mieux le faire, mais nous nous attachons surtout à respecter les volontés et accompagner les personnes, que ce soit le demandeur ou que ce soit la mère de naissance, dans le choix qu'elle a fait au moment de l'accouchement dans le secret et 20 ans après, lorsque nous venons la rechercher.
Merci beaucoup pour votre exposé. Je passe la parole donc peut-être à Madame Pomé, Madame Luxin-Quino. Donc, pour la mission de l'adoption internationale aussi, la question de l'accès aux origines a pris une importance croissante. J'ai pris la charge du dossier en mai 2015 et depuis, nous avons vu une augmentation exponentielle du nombre de demandes. Nous sommes passés de 64 à fin août 2016, à 105 à fin août 2017 et 164 à fin août cette année. Voilà. Donc, et donc en fait, c'est un dossier qui maintenant occupe une place non négligeable dans l'activité du service. Les principaux pays concernés donc sont la Colombie, le Brésil, la Roumanie et bien évidemment le Sri Lanka pour des raisons que probablement la plupart d'entre vous connaissent. Que pouvons-nous faire nous, mission d'adoption internationale? En fait, nous n'avons pas du tout mission d'accompagner les personnes qui recherchent leurs origines, encore moins d'organiser pour eux des voyages de retour ou des rencontres avec leur famille d'origine. Nous n'avons pas les moyens humains et matériels pour cela. Notre mission est essentiellement une mission administrative, de contrôle de la régularité des procédures menées par des Français donc, dans des pays étrangers, de donner notre avis formel pour l'attribution du visa à l'enfant qui arrive pour rentrer en France. Et également la mission de tutelle des OA et de l'AFA et les liens avec d'une part les autorités centrales ou les autorités compétentes des pays tiers, que ce soit les pays d'origine ou les pays d'accueil, et les instances internationales, acteurs de l'adoption. Donc on peut citer le Service social international, le Bureau permanent de l'AE, notamment. Donc la principale et presque unique chose que nous pouvons faire, c'est donner aux demandeurs accès à leur dossier. Donc, ce que nous, sur notre site internet, nous invitons les personnes à se tourner d'abord vers le conseil départemental du lieu où a eu lieu l'adoption, c'est-à-dire où résidaient les parents, adoptifs lors de l'adoption. Parce que ce conseil départemental a déjà un dossier qui concerne cette adoption. Maintenant, ils peuvent également s'adresser au service adoption du conseil départemental de leur département de résidence. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui habite dans le Loir-et-Cher et qui a été adopté à Marseille. Bon, pour des raisons pratiques, ce sera plus facile pour lui de se tourner vers le conseil d'adoption du Loir-et-Cher. Donc, de deux choses l'une, soit la personne a suivi cette voie et nous sommes saisis par un conseil départemental, un service d'adoption d'un conseil départemental, soit, et c'est quand même assez fréquent, l'adopté nous saisit lui-même. Donc, si l'adopté nous saisit lui-même, donc nous l'invitons à se tourner vers le conseil départemental de son résidence et attendons que le conseil départemental nous saisisse. Pourquoi ? Pour la raison qu'a évoquée Madame Moss tout à l'heure,
nous voulons laisser à la personne le temps de vouloir poursuivre ces démarches. Et ce n'est pas rare que nous ayons des messages, voilà, je veux retrouver ma famille d'origine. Nous leur disons que nous avons retrouvé un dossier et nous les invitons à se tourner vers le conseil départemental dont nous lui donnons les coordonnées et nous n'avons plus de nouvelles. Ou nous avons des nouvelles un an et demi après. Donc ça signifie bien qu'il y a une certaine temporalité à respecter. Donc lorsque, en parallèle, bien sûr, nous n'attendons pas d'être recontactés, nous faisons immédiatement désarchiver le dossier conservé donc, dans les archives diplomatiques. Nous le scannons, nous l'anonymisons, dans le sens, enfin nous le démarquons pour enlever par exemple des informations relatives à d'autres enfants adoptés, etc. Et nous le préparons pour un envoi par voie numérique. Dès que nous recevons la saisine du conseil départemental, nous envoyons le dossier par messagerie sécurisée et l'adopté donc peut convenir d'un rendez-vous pour aller consulter le dossier en étant accompagné par un personnel compétent, donc psychologue ou travailleur social, suivant les possibilités du conseil départemental. Alors, je précise que cette procédure, en fait, repose sur le bon vouloir des conseils départementaux qui sont, j'allais dire là-dessus, très, très coopératifs. Et voilà, cela nous est précieux parce que un envoi par la poste directement du dossier, ça peut quand même avoir certaines conséquences suivant le type d'information qui peut figurer dedans. Il faut bien préciser que donc alors si le conseil d'adoption, le conseil départemental nous saisit directement, bien sûr nous envoyons le dossier immédiatement, voilà, dans la journée. Donc, tout ça ça semble assez complexe, mais c'est finalement assez rapide. Alors qu'est-ce que nous avons dans le dossier d'adoption ? Essentiellement, déjà il faut préciser que nous n'avons pas les originaux, puisque les originaux ont été remis aux parents adoptifs lors du déroulé de la procédure d'adoption. Et donc nous ne tenons que des copies, ce qui peut quelquefois décevoir les demandeurs lorsqu'ils expriment un besoin spécifique d'un document original pour effectuer telle ou telle démarche vis-à-vis d'une administration française. Donc, bon, je ne reviendrai pas sur les textes qui font de l'accès aux origines. Madame Moss en a un peu parlé. Donc, il y a la Convention des droits de l'enfant. Bien sûr, il y a également la Convention de la Haye du 29 mai 1993, donc sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui, dans son article 30, fait obligation donc, aux organismes agréés pour l'adoption de conserver les dossiers et de les mettre à disposition des adoptés s'ils le demandent. Donc, bien évidemment, lorsque nous savons que l'adoption s'est faite par l'intermédiaire d'un OAA ou de l'Agence française de l'adoption, nous renvoyons l'adopté vers cet organisme. Alors, au niveau des pays d'origine, les choses sont très variables. Vous avez des pays qui sont en pointe, comme la Corée du Sud, qui a créé vraiment un service spécifique que nous avons reçu à la MAI d'ailleurs, dont le but est vraiment
d'aider les personnes adoptées en Corée du Sud à retrouver leurs origines. Et ils ont vraiment des moyens assez conséquents. Bon, d'autres pays ont créé une section spéciale à l'intérieur de l'autorité centrale. Et d'autres pays sont beaucoup plus réticents. Je citerai Madagascar, par exemple. Voilà. Donc, nous avons sur notre site la liste des quelques pays qui ont donc prévu des contacts pour l'accès aux origines spécifiques. C'est à peu près 6 ou 7 pays. Mais ce sont quand même des grands pays d'adoption. Voilà. Je dirais en conclusion que nous ne pouvons apporter qu'une réponse, j'allais dire, d'ordre administratif, même si nous essayons bien sûr d'accueillir au mieux et le plus, j'allais dire, humainement possible les personnes qui viennent vers nous, de répondre autant que nous pouvons à leurs demandes, mais en fait, nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes dont il a été question au cours de cette journée, d'ordre psychologique, de quête identitaire. Voilà, nous sommes et restons un service administratif et un service d'État. Mais nous travaillons quand même avec d'autres acteurs pour essayer de progresser vers une meilleure réponse. Et les outils que nous avons notamment élaborés en lien avec d'autres instances et pilotés par les FFOA. Nous avons prévu un flyer, nous sommes en train de formaliser une brochure aussi à l'usage des OA concernant la recherche des origines. Je crois que voilà, on essaie de mettre ces outils en commun, de faire une réflexion commune pour avancer vers une réponse plus constructive vis-à-vis des demandeurs. Voilà, je vous remercie. Je continue dans la foulée ? 5 minutes. Alors du coup, je ne reprends pas du tout ce qu'a dit Madame Moss dans nos relations CNAOP et conseil départemental. Je tiens simplement à préciser que dans la question de l'accès aux origines, au niveau des conseils départementaux, nous intervenons dès la femme qui souhaite confier son enfant, puisque la loi du 22 janvier 2002 prévoit que nous accompagnons au niveau du département ces femmes et que nous pouvons recueillir, si elles maintiennent leur demande au moment de l'accouchement, recueillir les éléments qu'elles souhaitent laisser pour son enfant. Ce qui veut dire que quand nous avons accompagné les femmes, et là nous le faisons, je pense, tous les départements, ça facilite après le travail de recueil des données auprès de la femme, en sachant qu'elle peut donner des choses différentes, puisque nous avons ces données, ce sont les mêmes professionnels qui accompagnent la femme et qui font le recueil des données, qui sont du coup des correspondants du CNAO. Concernant la MAI, pour nous, notamment pour les démarches individuelles, nous faisons effectivement appel à la MAI, et je partage ce qu'a dit Madame Pomé, qui est que les dossiers contiennent des éléments administratifs et ce n'est pas forcément ce que les personnes viennent chercher dans leur dossier, le jugement notamment, mais c'est beaucoup plus profond. D'où effectivement mon propos qui va concerner au niveau du conseil départemental. Nous faisons bien évidemment l'accompagnement des enfants nés sous le secret, l'accompagnement des personnes qui ont été adoptées à l'étranger, mais aussi l'accompagnement effectivement des personnes prises en charge par les tutelles à l'enfance qui ne sont pas pupilles, qui n'ont pas été adoptés ni en France ni à l'étranger. Donc je voulais quand même vous brosser ces 3 missions, puisque quand les personnes viennent, souvent ils disent « je suis pupille de l'État, j'ai été pupille de l'État » alors qu'ils ne l'ont pas été. Et on se rend compte bien que derrière toutes ces questions, ils viennent pour comprendre, pour reconstituer, disent-ils, un pan de leur vie. Avec effectivement ces missions que nous avons au niveau de l'accès aux documents administratifs, là je fais référence à la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, et en même temps l'accès aux origines personnelles
comme prévu dans la loi du 22 janvier 2002, la plutôt référence CNAOP, les personnes nous font les mêmes demandes. Je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi ma mère m'a délaissée, pourquoi ma mère m'a abandonnée, pourquoi j'ai été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Certains vous diront pourquoi finalement je n'ai pas fait l'objet d'une adoption puisque je suis restée toute mon enfance à l'aide sociale à l'enfance. Et toutes ces questions, c'est toujours mais qui je suis et pourquoi moi. Et c'est souvent dans nos départements le même service administratif ou juridique qui est amené à remplir ces différentes missions. Et en Seine-Saint-Denis, c'est le même service qui accueille l'ensemble des 250 demandes annuelles, et parmi ces 250, une centaine de pupilles, les autres étant des personnes ayant été confiées à l'aide sociale à l'enfance sans jamais faire l'objet d'une adoption. Je disais donc que la question pour tous, c'est pourquoi. Donc vous comprendrez bien que notre réponse n'est pas seulement administrative, même si les éléments du dossier ont leur importance, mais ce n'est pas seulement administratif, ce n'est pas non plus que juridique, c'est aussi et surtout la dimension d'accompagnement. Et en Seine-Saint-Denis, nous avons fait le choix que l'accompagnement se fasse par des psychologues, donc 2 psychologues en charge de ce travail d'accompagnement. Et puis, pour vous dire effectivement, pour balayer un peu toutes ces missions, je sais que Fanny Kouaner m'a dit que j'ai 5 minutes, donc je vais brosser très rapidement les différents cas les différents cas de figure. Par exemple, une personne confiée à l'aide sociale à l'enfance, de sa prime enfance jusqu'à sa majorité, vient dans sa demande d'accès à son dossier rechercher quoi ? Son histoire d'origine. En nous disant « Il me manque des pans de ma vie, j'ai besoin de combler des trous pour avancer ». Pourquoi j'étais séparée de mes parents? Pourquoi je n'ai pas été adoptée, ce que je disais tout à l'heure? Alors qu'on sait pertinemment, en ouvrant le dossier, que tout laisse à penser que le référent éducatif a donné accès à ces morceaux de vie, à ces pans de vie, mais tout laisse aussi croire que l'administration, via le dossier, pour cet usager qui vient nous rencontrer, pour ce demandeur, l'administration détiendrait des éléments restés cachés ou non révélés. Et donc, je veux avoir ce qu'il y a dans le dossier. L'extraction du dossier auprès des archives départementales, une invitation à compter son histoire, et puis, si le demandeur le décide, un accompagnement à l'accès par une psychologue peut alors constituer un élément du puzzle. Alors pourquoi je dis si le demandeur le décide? Parce qu'en Seine-Saint-Denis, les psychologues, notamment pour les enfants mineurs, voient d'abord les parents dans le sens d'une guidance parentale. Mais qu'est-ce qui se passe pour ce mineur? Pourquoi maintenant? Et comment vous, parents, vous n'avez pas pu transmettre l'histoire de votre enfant? Et donc, du coup, puisque les parents donnent leur accord quand l'enfant est mineur, donc les psychologues voient d'abord les parents. Alors certains parents l'acceptent en disant mais non, c'est mon enfant qui veut, pas moi. Et malgré tout, on accompagne aussi les parents et on s'aperçoit qu'une fois que les parents possèdent une histoire, sont finalement entre guillemets parce qu'ils l'étaient déjà relégitimés dans leur place de parents vecteurs de la transmission de l'histoire de l'enfant, mais ils repartent avec ça. Et puis l'enfant nous dit finalement j'ai compris. J'ai compris, pas pour maintenant, je mets de côté ma demande, je reviendrai peut-être plus tard. Et finalement, ça relégitime les parents et l'enfant ne trouve plus là, maintenant, cette temporalité, accéder à son dossier de suite. Donc c'est pour ça que je mets si le demandeur le décide. Un deuxième cas que nous avons, un deuxième cas de figure, c'est la personne adoptée qui arrive de l'étranger. Il peut se poser des questions sur les raisons de son abandon et ou de son adoption. Il peut se poser des questions sur sa famille d'origine. Alors là, évidemment, je prendrai le cas que tout le monde connaît, que je connais bien, qui est Haïti. Mme Elaïa qui va me dire encore Haïti. Donc, je prends l'exemple d'Haïti où la quasi-totalité des enfants adoptés hors séisme de 2010 restaient en lien jusqu'à leur départ en adoption avec leur famille qui leur rendait visite à la crèche. Et ce, jusqu'au moment où elles consentaient, ces familles, à l'adoption de leur enfant. Avant la ratification de la CLH 93, les familles consentaient à l'adoption de leur enfant, souvent encore, pour des raisons économiques, en souhaitant les sauver de la misère du pays, en espérant, surtout, les revoir plus tard. Dans la tête de certains parents, je peux vous dire qu'en Haïti, ça existe encore. Mais il y a tout un travail qui est fait maintenant avec l'autorité centrale IBESR, l'autorité centrale d'Haïti, pour effectivement réunifier les familles. Et si la famille n'a pas compris ce qu'est l'adoption plénière, en tout cas pour l'adoption internationale. Alors, à l'époque, il n'y avait rien du non-retour n'était dit à l'enfant, mettant tous les protagonistes dans une contre-vérité, l'enfant d'abord, les parents biologiques,
et bien sûr les parents adoptifs. Nous avons l'exemple d'une petite fille qui est adoptée dans ce cadre-là, et la mère nous disait comment voulez-vous que je prenne la place en butant sur le mot de sa mère. Comment voulez-vous que je parle de mon enfant ou de l'enfant? Enfin, donc elle n'arrivait pas à prendre sa place de mère parce que justement, et je rejoins effectivement cette question de l'adoption ouverte, je pense qu'on n'en sommes pas encore là, nous professionnels d'abord, et puis peut-être une culture française aussi, et du coup de l'adoption plénière telle qu'elle est pensée en France, du coup, nous ne sommes pas sur cette place, effectivement, qu'on peut laisser aux parents d'origine. Et quand le don d'enfant existe dans certains pays, je crois que nous ne sommes pas encore là en France. Le troisième exemple que je voulais vous proposer, c'est cette personne née sous le secret et confiée en vue d'adoption à sa naissance, qui demande l'accès à ses origines. Et comme je disais, le plus souvent, nous avons des éléments, puisque nous avons accompagné la mère, qui a laissé, la mère de naissance, qui a laissé les éléments dans le dossier de son enfant. Et cette jeune femme, cette jeune fille, ou ce jeune garçon, quand il arrive, c'est qui est ma mère de naissance? Et souvent, qui est mon géniteur? Donc, quelqu'un posait la question, mais pourquoi on ne parle pas des pères? Eh bien, le plus souvent, nous n'avons que des femmes qui confient leur enfant. Nous avons quelques pères, mais c'est encore à la marge. Et souvent, quand les enfants viennent, on leur a parlé de cette mère, et ils veulent connaître le géniteur, leur identité, et par ricochet, mon identité. Et certains rajoutent, je suis très contente d'avoir été adoptée, très fière de mes parents, mais mon abandon reste un mystère pour moi. Et donc, ce qui fait problème, ce n'est pas l'adoption, mais l'abandon. Et pourquoi moi? À noter que dans ces trois exemples, il peut arriver que l'enfant né sous le secret est celui pour lequel nous avons le plus d'éléments dans son dossier. Et du coup, des fois, suffisamment, puisque nous accompagnons les femmes et que nous essayons de recueillir le maximum d'éléments pour l'enfant, puisque nous avons dans l'arrière-plan cette question de l'accès aux origines. En conclusion, sur mes 5 minutes, pour répondre donc à cette demande d'accès aux origines, telle que définie en Seine-Saint-Denis, les accompagnements que nous mettons en place, nous ne pouvons pas les faire sans nos partenaires. Évidemment, je parlais du CNAOP en premier lieu pour les enfants nés sous le secret, et puis l'importance pour nous-mêmes, correspondants départementaux, du recueil des données auprès des maternités. Donc tout un réseau avec les maternités que nous avons mis en place, qu'il faut renouveler à l'infini parce que les personnes changent, et ça ne fonctionne effectivement que si on connaît bien les personnels des maternités. Le nécessaire, évidemment, en partenariat avec la MAI, les départements sont presque, effectivement, c'est pas péjoratif quand je dis l'antichambre, mais nous travaillons vraiment ensemble avec la MAI, les organismes autorisés pour l'adoption. Nous avons beaucoup travaillé à l'époque pour la Corée du Sud, et nous travaillons encore pour la Corée du Sud avec la Terre des Hommes qui nous a donné en Seine-Saint-Denis ces 15 000 dossiers. L'Agence française de l'adoption, et puis bien sûr pour les enfants pupilles de l'État, les archives départementales, et ceux qui ne sont pas pupilles de l'État, les autres 150 qui viennent aussi faire leur demande, l'extraction des dossiers auprès des archives départementales. Et puis je ne pourrais pas finir sans passer la parole à Nathalie en disant, avant nous faisions un peu l'intermédiaire entre les personnes qui veulent accéder à leur non-pupilles, non-adoptés, qui veulent accéder à leur dossier, et finalement nous faisons l'intermédiaire avec la famille plus ou moins élargie quand il n'y avait pas de secret, par le biais de la recherche dans l'intérêt des familles. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, retour et puis renvoi vers les réseaux sociaux. Et ça me pose problème. Nathalie le dira mieux que moi, donc je n'en parle pas, puisqu'il y a un article très bien fait dans EFA, dans un article de EFA, dans une brochure de EFA, donc je n'interviens pas. Mais en tout cas, la question des nouvelles technologies, quand déjà en maternité, les parents prennent des photos de leur enfant, on se dit que deviendront ces photos sur les réseaux sociaux dans l'après-coup. Le jeune qui vient accéder à son dossier, qui dit finalement ma mère avait laissé une photo, je prends la photo et je vais voir si je la trouve, ça nous pose problème. Comme le disait effectivement Madame Moss, sans intermédiaire, on peut faire des dégâts, de gros dégâts dans ces cas-là. Voilà, je crois que j'ai fini mes 5 minutes. Merci. Alors, je vais d'abord prendre la parole au nom de la Voix des Adoptés qui m'a demandé de lire leur intervention puisqu'ils n'ont pu être là aujourd'hui.
Donc, pourquoi les adoptés qui recherchent leurs origines contactent la VDA, Voix des adoptés? Ça a toujours été une problématique essentielle au sein de l'association et beaucoup se rapprochent de nous pour diverses raisons. Ils ne savent pas comment chercher leur famille biologique, ils ne savent pas comment faire parler leur dossier, ils n'ont pas de dossier, ils ne savent pas comment faire, ils ont des questions techniques, comment trouver un jugement, par où commencer. Ils ont retrouvé leur famille biologique, ils ont envie d'en parler avec d'autres. Ils vont bientôt aller ou reviennent de leur pays et ont envie d'en parler, ou ils hésitent à entamer ces démarches et ont envie d'en parler. La VDA propose des espaces de discussion qui vont permettre à ces personnes de parler de leur expérience de retour aux origines ou de leur projet. Cette initiative permet de participer à leur accompagnement dans la mesure où ces échanges vont faire émerger des questions qu'ils ne s'étaient pas posées, des réflexions plus profondes, des problématiques qu'ils n'avaient pas anticipées. In fine, cela les aidera dans leur cheminement. Le bémol, certains adoptés arrivent dans une situation d'extrême fragilité que nous, bénévoles, ne pouvons pas gérer. Mais il nous manque des solutions d'orientation, il manque une cartographie des compétences et d'évaluation des besoins, car un grand mal-être ne s'explique pas forcément par l'adoption. L'association n'a pas de compétences spécifiques pour accompagner techniquement ces personnes dans une recherche. Nous nous adaptons et faisons le maximum pour les informer des démarches administratives qu'ils peuvent faire en France. Nous avons également une bonne relation de collaboration avec le service de recherche des origines à la MAI. Certains adoptés bénévoles ont développé une expertise sur leur propre pays d'origine, donc on a aussi des informations de ce côté-là qu'on peut transmettre. Le bémol, quelquefois les questions sont trop pointues et demanderaient des connaissances juridiques que nous n'avons pas. Les adoptions illégales. La question des adoptions illégales a toujours été présente également dans des cas éparses desquels on avait quelques connaissances. Depuis 3 ans, cette thématique s'est littéralement imposée à nous, avec des suspicions, voire des certitudes, de cas de dérive au Guatemala, au Brésil, en Inde, au Sri Lanka, au Mali, en Roumanie, au Chili, en Haïti. Quelques questions se posent alors. Qui peut répondre aux questions de ces personnes qui présentent des dossiers et des papiers manifestement falsifiés? Qui leur prête une écoute dans ce contexte d'incompréhension totale? Qui écoute leurs parents adoptifs qui sont aussi choqués que leurs enfants? Qui les aide quand il y a la certitude de faux documents pour retrouver la trace de leur famille biologique? Quoi faire devant le déni de l'OAA qui organisait l'adoption? Comment les mettre face à leurs responsabilités? Quelle collaboration entre le pays d'origine et le pays d'accueil quand des cas de dérive sont constatés? Aujourd'hui, la recherche des origines dans notre association, c'est faire face quotidiennement à ces questions, avec le constat regrettable que le manque de réponses et de ressources affecte les adoptés les plus fragiles et concourt à un sentiment d'injustice qui très certainement finira par aboutir à des actions judiciaires qui porteront atteinte à l'image de l'adoption internationale dans notre société. La Voix des adoptés comme EFA tire la sonnette d'alarme sur ce sujet. En conclusion, aujourd'hui, le sujet de la recherche des origines émerge dans toute sa complexité. À notre niveau, nous pensons que si des initiatives voient le jour et que les acteurs comprennent l'importance de traiter ce sujet, nous sommes encore dans le bricolage et le rafistolage. Il existe un besoin de réponses structurées quant à l'accompagnement des plus fragiles et dans cette période sensible de leur vie. Il faut des professionnels sensibilisés à cette question, il faut des réponses administratives plus concrètes afin d'aider les adoptés. Peut-être à minima une centralisation des informations par pays. Il faut de façon urgente se saisir de la question des adoptions illégales, tant sur le plan psychologique que juridique. Alors maintenant, je parle au nom de FA. Donc, un préalable en ce qui concerne FA, c'est que pour nous, la recherche des origines appartient aux adoptés et non aux adoptants. Même si ces derniers doivent bien évidemment penser cette recherche, se préparer à accompagner leurs enfants et parfois malheureusement découvrir que l'adoption qu'ils ont réalisée et qu'ils croyaient parfaitement éthique est en réalité une adoption illégale. On entend encore, quand l'adoption se passe bien, les enfants ne recherchent pas leurs origines. Ou bien des adoptés entendent « tu n'es pas heureux dans ta famille adoptive, si, alors pourquoi veux-tu faire ces recherches ?» L'accès aux origines est un droit, sans équivoque. Et la recherche peut prendre différentes directions en fonction de l'âge et du questionnement individuel de l'adopté, et suivant les circonstances de sa vie. Recherche sur le pays, sur le contexte historique, raisons qui ont conduit à l'adoption, éléments sur sa famille biologique, voire rencontre avec celle-ci.
La réflexion sur les origines est proposée par EFA aussi bien aux candidats à l'adoption qu'aux parents, mais aussi aux adoptés grands, par le biais de conférences. Alors j'ai mis grands entre guillemets parce que ce n'est pas forcément des adoptés majeurs. Vous savez que EFA accueille en son sein au niveau des administrateurs des adoptés majeurs et des adhérents majeurs adoptés, mais aussi dans nos familles les adolescents. Des grands adolescents qui peuvent venir, donc par le biais de conférences, de groupes d'échange, de groupes de parole, et puis par la revue Accueil. Nous faisons une conférence plus particulière qui s'appelle « L'adoption, la recherche des origines à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux », qui est associée à un guide qui s'appelle « Ton histoire des origines et les réseaux sociaux ». Guide que nous avons traduit d'un guide anglais, qui nous avons acheté les droits et qui reprend pour les adolescents effectivement aussi bien ce qu'il en est des réseaux sociaux, comment on les utilise, comment on se protège, parce que de plus en plus nous sommes informés en adoption nationale mais aussi énormément en adoption internationale. Internet n'a pas de frontières. Donc l'adoption internationale est aussi touchée que l'adoption nationale, de familles biologiques qui débarquent, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ça, qui font irruption sur le Facebook, sur l'Instagram de l'adopté, ou inversement. L'adopté qui fait éruption dans le réseau social, enfin le Facebook, l'Instagram, le Snapchat et tout ce que je ne connais pas, de la famille d'origine. C'est extrêmement violent, ça fait des dégâts incommensurables. Et donc nous essayons au maximum de faire de la prévention, aussi bien auprès des adoptés qu'auprès des candidats à l'adoption et des adoptants. Tout à l'heure, Viviane a noté effectivement quelle est la photo, mais c'est aussi par rapport aux adoptants, qu'est-ce qu'on dit sur un groupe Yahoo, qu'est-ce qu'on dit sur un forum, qu'est-ce qu'on poste sur des blogs, à qui on ouvre ces blogs-là. Voilà, tout ça, il y a des précautions à prendre pour les adoptants. L'histoire des adoptés ne leur appartient pas, elle appartient aux adoptés, elle n'appartient pas aux adoptants. Et on a vu quand même un certain nombre de blogs sur lesquels les adoptants racontaient absolument tout de l'histoire de leur enfant. Et pour ça, nous sommes absolument contre et nous faisons énormément de prévention là-dessus. Répondre aussi aux questions de nos enfants est pour nous primordial, mais nous ne devons pas devancer ces questions-là. Il faut se préparer, c'est tout le sens que nous mettons dans l'accompagnement des familles et des postulants à l'adoption. Nous proposons des ateliers sur la communication et l'écoute des besoins des enfants. Individuellement, nous les accompagnons, familles adoptives et adoptées qui nous contactent, souvent par mail ou par le biais de notre ligne d'écoute nationale. De nombreux adoptés nous questionnent, nous demandent des renseignements concernant la recherche des origines. Ils ne savent pas par où commencer. Ils ne trouvent pas les renseignements. Ou bien ils le trouvent, mais ils sont face à des questionnements des familles biologiques. Nous en avons de plus en plus avec des demandes très pressantes, par exemple d'argent, des familles biologiques. Nous redonnons systématiquement à chacun la responsabilité de la démarche, d'autant plus que nous sommes parfois contactés par le conjoint de l'adopté. Donc nous reprécisons bien systématiquement que cette recherche appartient à l'adopté et pas à son conjoint, pas à ses enfants, pas à ses parents, pas à ses grands-parents, à eux et à eux seuls. Nous avons par exemple totalement refusé de participer à une émission de télévision qui est passée il y a quelques jours, qui s'appelle « Ils ont décidé de rechercher la famille biologique de leurs enfants adoptifs ». J'ai passé 1h30 au téléphone avec la journaliste pour lui expliquer que les parents adoptifs n'ont pas à rechercher la famille biologique de leurs enfants, que ça ne leur appartient pas. Elle n'a pas compris, elle a fait son émission. Elle a compris, mais elle a quand même fait son émission qui est passée, bien évidemment, à 1 heure de grande écoute. Nous leur indiquons systématiquement l'existence de la voix des adoptés, ou quand ils sont coréens, mais de moins en moins de racines coréennes, parce que nous sommes vus à EFA plus comme une association de parents
que comme une association d'adoptés, même si je le reprécise, nous avons des adoptés majeurs. Et dans la voie des adoptés, il y a un accompagnement entre pairs qui peut les rendre plus à même de parler et d'être entendus comme nous accompagnons plus les parents. Aujourd'hui, il nous semble qu'effectivement, il manque quelque part un portail unique qui s'appellerait Recherche des origines, parce que quand on tape quelque chose sur Internet, et les jeunes aujourd'hui font leurs recherches par Internet, ils se trouvent avec des tas de choses, mais il n'y aurait pas, comme en Grande-Bretagne, un portail unique où tout est expliqué et où après, effectivement, il y a les différents chemins à emprunter. Je voulais aussi revenir sur la recherche des origines dans le cadre des adoptions illicites. Aujourd'hui, la question se pose sur le Sri Lanka, avec de nombreux adoptés qui demandent leur dossier et effectuent des recherches depuis que l'existence de ce trafic a été annoncée. Comme le disait la Voix des adoptés, je ne vais pas refaire l'énumération, il n'y a pas que le Sri Lanka, il y a beaucoup d'autres pays où on sait qu'il y a eu des adoptions illégales, et même dernièrement, même si effectivement les enfants ne sont peut-être pas en âge aujourd'hui de faire des recherches. Beaucoup d'adoptants nous contactent, ils sont anéantis. Ils ne savent plus à qui s'adresser, ils ne savent plus comment faire, ils ne savent plus comment être accompagnés. Donc je ne reprendrai pas ce qu'a dit la Voix des adoptés, mais je crois qu'il est indispensable aujourd'hui qu'il y ait un lieu pour entendre ces personnes, un lieu pour les accompagner. Tout le monde ne s'adresse pas à une association. Il faudrait qu'il y ait effectivement aussi pour les adoptants un endroit où ils pourraient venir et s'expliquer. Pour nous, il manque vraiment une structure nationale pour accompagner adoptants et adoptés. On parlait tout à l'heure du travail des conseils départementaux. C'est vrai que les conseils départementaux font beaucoup. Beaucoup font très bien. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de conseils départementaux, qui n'ont plus de services adoption, qui n'ont plus de psychologues, qui n'ont plus de personnes qui sont des spécialistes de l'adoption et qui sont en capacité d'accompagner les adoptants et les adoptés. C'est quand même une vraie question et c'est un vrai problème. Pour nous, les adoptions internationales illégales vont fleurir dans les recherches des origines, et on va avoir de plus en plus d'adoptés qui vont se rendre compte par rapport à leurs recherches que leur adoption n'était pas légale, qu'ils n'étaient pas adoptables, sachant que ces adoptions illégales se sont en général faites avant même l'arrivée des parents adoptifs, c'est-à-dire c'est entre le moment de la naissance et le moment de l'établissement de l'acte d'état civil. Donc, pour des non-initiés, et si on repart, par exemple, dans les adoptions dans les années 80-90, où il n'y avait pas d'Internet, où il n'y avait pas toute la Convention de la Haye, où il n'y avait pas tout l'encadrement qu'il peut y avoir aujourd'hui, on voit bien que ces adoptions-là, il va y en avoir de plus en plus. Donc aujourd'hui, pour moi, si l'adoption, enfin pour moi, pour EFA, si l'adoption internationale est en baisse, et qu'effectivement, il y a peut-être de moins en moins d'adoptions, il va y avoir de plus en plus besoin par les structures, par l'Agence française de l'adoption, par les OAA, besoin d'un accompagnement pour les adoptés qui recherchent leurs origines et qui vont se retrouver face à ces adoptions illégales.